Ça y est, la campagne de déclaration de revenus est officiellement lancée. Même si chaque année l'administration fiscale cherche à simplifier cette tâche administrative, et même si aujourd'hui il existe la déclaration automatique, vous n'êtes pas à l'abri de faire des erreurs. Mauvais montant déclaré, case cochée à tort ou mauvaise case utilisée. On va faire le point ensemble sur 10 erreurs qu'il est facile d'éviter et ça, je vous en parle juste après l'intro. Pour rappel, le dépôt en retard de votre déclaration de revenus entraîne une majoration de 10% du montant de votre impôt. Et cette majoration atteint même 40% si vous ne renvoyez pas votre déclaration 30 jours après la mise en demeure. Donc c'est un premier conseil qui ne fait pas partie de la liste des 10 erreurs, mais vérifiez bien les dates limites pour la déclaration de revenus. Et je vous ai mis le calendrier dans la description. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet, je suis Jérôme Petit, expert comptable. En complément de ma vidéo sur les réductions d'impôts à ne pas oublier, je me suis dit qu'il était intéressant de faire une synthèse des différentes erreurs que j'ai pu relever en échangeant avec mes clients sur leur propre déclaration de revenus. Et la première chose à faire, et pourtant tout le monde ne le fait pas, c'est simplement de vérifier les informations pré-remplies sur sa déclaration. Depuis maintenant plusieurs années, la déclaration de revenus est pré-remplie. L'administration fiscale reçoit tous les mois ou tous les ans les informations des employeurs, de la sécurité sociale, des caisses de retraite, des banques ou des plateformes internet par exemple. Ces transmissions permettent à l'administration de compléter certains revenus comme les salaires ou les dividendes, mais aussi des réductions ou des crédits d'impôt comme les chèques emploi-service ou le prélèvement à la source par exemple. Mais même si beaucoup d'informations sont indiquées et sont souvent justes, il faut prendre le temps de les vérifier car vous n'êtes pas à l'abri d'un oubli ou d'un bug informatique. Et on le voit au cabinet chaque année, certains salaires ne correspondent pas au bulletin de paye, des indemnités maladie peuvent être oubliées ou doublées, et même l'adresse du domicile du contribuable n'est pas le bon. Mais ça, c'est normal, car si vous avez déménagé au cours de l'année, l'administration n'est pas censée le savoir et donc vous devez le corriger. Autre avantage de vérifier sa déclaration, c'est qu'en le faisant, vous vous rendrez aussi compte qu'il vous manque certaines informations, certains revenus et que vous pouvez bénéficier de certaines réductions d'impôts. Donc, vérifiez toujours votre déclaration de revenus, ça ne prend que 5 minutes et si vous ne corrigez pas une erreur, ce sera vous le responsable. L'erreur numéro 2 est de cocher ou de ne pas cocher la case redevance télé. Ah, telle est la question. Les foyers qui au 1er janvier 2022 étaient équipés d'un téléviseur dans leur résidence principale ou secondaire doivent normalement s'acquitter de la contribution à l'audiovisuel public, ce que tout le monde appelle la redevance télé. Si vous avez une télévision, vous n'avez rien à faire et donc rien à cocher. Pourtant, il arrive parfois que mes clients me déposent leur déclaration avec la case cochée. Et une erreur de plus. Cette case doit être uniquement cochée si vous ne possédez pas de téléviseur. Et ne me dites pas que vous avez une télévision mais que vous ne regardez que Netflix et jamais les chaînes hertziennes, ça ne compte pas. Pareil, si vous avez une box et un rétroprojecteur, ce sera considéré par l'administration comme un dispositif assimilé. Et vous ne devez donc dans ce cas pas non plus cocher la case. Dans les faits, il n'y a que ceux qui regardent la télé avec leur téléphone ou leur ordinateur qui peuvent, ou je dirais même plus, doivent cocher la case correspondante sur la déclaration de revenus pour être exonérés de la redevance annuelle de 138 €. La troisième erreur est de déclarer le revenu d'un étudiant ou d'un apprenti. Oui, ça peut vous surprendre, mais les revenus d'un apprenti ou d'un étudiant qui réalise un job durant les semaines ou durant les vacances sont exonérés jusqu'à un certain plafond. Pour un apprenti, ce plafond correspond à un SMIC annuel, soit à peu près 19 000 €, et pour un étudiant à 3 SMIC mensuels, soit un peu plus de 4 800 €. Donc, si vous êtes apprenti et que votre rémunération est inférieure à ce plafond, vous ne devez rien déclarer sur votre déclaration de revenus. Et si votre salaire est supérieur à ce plafond, vous ne devez déclarer que la quote-part qui dépasse les à peu près 19 000 € et surtout pas l'ensemble de votre salaire. Et c'est la même chose pour un étudiant, mais avec le plafond de 4 800 €. Au final, si vous êtes dans ce cas, évitez cette erreur. Il serait idiot de payer trop d'impôts à cause d'un petit boulot. L'erreur numéro 4 est de mal déclarer un enfant suite à un divorce. Pour un enfant de parents divorcés, il y a deux situations différentes pour l'administration fiscale. Soit l'enfant est considéré à la charge exclusive d'un des deux parents et dans ce cas l'autre parent ne doit rien déclarer, soit l'enfant est considéré en résidence alternée et dans ce cas les deux parents doivent le déclarer. Il existe donc une case particulière pour déclarer les enfants en résidence alternée. Ces différentes cases permettent au système informatique de l'administration de compter pour la détermination de l'impôt sur le revenu soit une demi-part par enfant lorsque l'enfant est en garde exclusive, soit un quart de part lorsqu'il est en garde alternée.
Donc si vous êtes dans cette situation, évitez de vous tromper de case, soit vous payerez trop d'impôts, soit vous risquez un redressement. Et on va passer à la prochaine erreur qui est en lien avec celle-ci. L'erreur numéro 5 est de déduire ou de déclarer la pension alimentaire d'un enfant mineur en résidence alternée. Légalement, quand un parent verse une pension alimentaire à un enfant mineur, cette pension est déductible du revenu du parent qui verse cette pension, car l'administration considère qu'il y a indirectement une baisse de revenus pour le contribuable. Et de l'autre côté, par symétrie, cette pension est imposable chez le parent qui perçoit la pension pour le compte de l'enfant. Mais il y a une condition que beaucoup oublient. Il faut que l'enfant soit en garde exclusive. Ce qui veut dire que si votre enfant est en résidence alternée, vous ne devez pas déclarer la pension alimentaire versée ou la pension alimentaire perçue. Et en compensation, cet enfant comptera pour un quart de part pour le calcul de l'impôt sur le revenu des deux parents. Donc si vous avez un enfant en résidence alternée, pensez à ne pas déclarer votre pension alimentaire. Et à l'inverse, s'il est en garde exclusive, il faut la déclarer. L'erreur numéro 6 est d'oublier d'indiquer que vous êtes un parent isolé. Et c'est idiot car vous déclarer en tant que parent isolé va augmenter votre nombre de parts du quotient d'une demi-part supplémentaire, ce qui va réduire d'autant votre impôt sur le revenu. Mais c'est quoi parent isolé ? Pour l'administration fiscale, un parent isolé est le parent célibataire, divorcé ou séparé qui vit seul avec ses enfants au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire au 1er janvier 2021 pour l'imposition des revenus 2021. Et si par contre vous êtes séparé au cours de l'année de la déclaration, c'est la situation au 31 décembre qui sera analysée. Être parent isolé n'a rien à voir avec le fait de toucher ou de ne pas toucher de pension alimentaire. Donc même si vous percevez une pension, vous pouvez cocher la case parent isolé si vous êtes dans cette situation. Et on ne le sait pas toujours, mais même si un enfant est en garde alternée, vous pourrez bénéficier de la majoration qui sera par contre divisée par 2, c'est-à-dire un quart de part supplémentaire par parent. Erreur complémentaire que l'on voit aussi sur certaines déclarations. Même si vous ne vous êtes pas remarié, le fait de vivre avec quelqu'un vous empêchera d'obtenir le statut de parent isolé. Et dans ce cas, il ne faut pas cocher la case parent isolé, sinon vous risquez un redressement. On arrive déjà à l'erreur numéro 7 et c'est de se tromper dans les cases pour les dons aux associations. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il existe 2 cases pour déclarer ses dons, la case 7UD et la case 7UF. La première, la 7UD, permet de bénéficier de 75% de réduction d'impôt sur les dons et la seconde de 66%. Et beaucoup de personnes, sans réfléchir, complètent la première case car il est marqué juste à côté, maximum 1000 euros. Grossière erreur. Cette case dans la limite de 1000 euros est spécifique aux dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté et aux victimes de violences domestiques. Pour tous les autres dons comme les associations sportives ou les pompiers par exemple, vous devez compléter la case 7UF. Le plus simple est de regarder le CERFA qui vous a été donné par l'association. S'il est marqué « Vous bénéficiez d'une réduction de 75% pour votre don », alors complétez la case 7UD. Dans tous les autres cas, ne faites pas l'erreur et complétez la case 7UF. Autre erreur que je vois souvent, et on arrive à la 8e erreur, c'est d'indiquer le mauvais montant pour les frais de garde. Pour rappel, quand vous faites garder à l'extérieur de chez vous un enfant de moins de 6 ans, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50% des sommes engagées dans la limite de 2 300 euros. Et comme la déclaration n'est pas très explicite, certains parents pensent que l'on peut déclarer tous les frais de garde. Bien entendu, ce n'est pas le cas, sinon ça ne ferait pas partie de la liste des erreurs. Dans les faits, il ne faut pas inclure les frais de nourriture dans le montant déclaré. La raison est que pour l'administration, que votre enfant mange chez vous ou à l'extérieur, le coût reste à peu près identique. Normalement, la facture de garde détaille les différents types de frais. Et seconde erreur, c'est d'oublier de retirer de la somme payée les aides que vous auriez pu percevoir au titre de la garde de votre enfant. Il peut s'agir par exemple du complément de libre choix de mode de garde qui vous est versé par la caisse d'allocation familiale, mais aussi des aides qui existent dans certains comités d'entreprise. Comme votre coût réel correspond à la différence entre les sommes payées et l'aide obtenue, il ne faut déclarer pour le crédit d'impôt que la différence entre les deux. Et comme il existe dorénavant des liens entre la CAF et les impôts, ce serait dommage de se faire rattraper par la police. On en est déjà à l'avant-dernière erreur. Et il s'agit de mal déclarer ses revenus d'auto-entrepreneur. Oui, comme c'est le thème de la chaîne, on parle un peu d'entreprise. Avec le temps, de plus en plus de personnes ont des envies de liberté et de créer une auto-entreprise, soit pour avoir un job complémentaire, soit pour se lancer dans un nouveau projet. Mais comme ils ne se renseignent pas sur leur statut, au moment de la déclaration, c'est le drame. Et l'année dernière, sur une autre vidéo, j'ai eu beaucoup de questions où l'on me demandait quel abattement il fallait appliquer sur le chiffre d'affaires et quels étaient les frais que l'on pouvait déduire. La réponse est simple, aucun.
Quel que soit votre statut, artisan, commerçant, profession libérale, si vous êtes un micro-entrepreneur, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires encaissé. Et ensuite, pour la détermination du bénéfice imposable, c'est l'administration qui s'occupera de déduire un forfait. Donc ne vous trompez pas, et si vous vous posez des questions sur le régime de l'auto-entrepreneur, j'ai fait une vidéo et je vous mets le lien juste là. On arrive enfin à la dernière erreur, qui semble pourtant logique, ne pas corriger son erreur. En voyant cette vidéo, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous vous êtes trompé sur votre déclaration. Ne vous inquiétez pas, l'erreur est humaine, il n'y a jamais de problème et toujours des solutions. Déjà, durant toute la période de la déclaration, donc jusqu'à début juin, il est possible de rectifier sa déclaration de revenus. Et ensuite, une fois la période de déclaration clôturée, un module est mis en place dans votre espace impôts.gouv.fr pour rectifier votre déclaration. Et enfin, si vous ne trouvez pas le bon module, n'hésitez pas à envoyer un message à votre contrôleur des impôts préféré via la messagerie sécurisée. Dans tous les cas, ça prouvera votre bonne foi et ça évitera les majorations. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le traditionnel pouce bleu et à la partager sur les réseaux. Si le thème de l'entreprise vous intéresse, n'hésitez pas non plus à regarder d'autres vidéos et à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous mets maintenant une autre vidéo qui concerne la déclaration de revenus. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, déclarez bien vos impôts.